digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform. Like-minded people, I like such kind of people. Here to network, these are my kind of people. I wanna grow, I wanna know, be it in the highs or low. Make me better than I was 2 days ago. Once I'm transformed, then I'll transform. All the leaders that I'm leading, I will transform. Make them better, make them good, make them icons. In the world out there, may they shine strong. That's my prayer, that's my hope, that's my plea too. Everybody listening to this fine tune. Lead the change, be the change in society. We can change, make the change a reality. People's lives are blurred, they need clarity. We're not playing, we're not dreaming, it's reality. Make the impact, you live a legacy. This is no football, no fantasy. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. They told me be resilient, the message sounded heaven sent. I never asked why, cause the message sounded relevant. In this time and age it was evident. With a lot going on we moved on. Hope to get a remedy to that pain. Reach greater heights, that's our aim. Together we unstoppable, breaking bounds, anything is possible. Tell your story to the people, tell the people to know that this story is a story everybody should know. Never limit dreams, never narrow goals. We're talking wins, yes we're talking scores. Conceding none, we know no defeats. We never split, yeah we never quit. Eagle-like vision, we never squint. Focus on the mission, we can never miss. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies, you and I were breaking bounds, breaking bounds. Beyond the skies, you and I were breaking bounds on Baobab. Salut à tous, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes joints à nous. Je suis Gracia Batoussoa, la coordinatrice de Baobab francophone. Je serai là pour un temps avec vous. Je suis celle qui est en train de travailler sous la supervision de M. Credo Kaninda, que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour cette session extraordinaire, très importante. Nous demandons tous l'argent, mais nous devons savoir comment gérer de l'argent, comment nous y prendre, car il y a tellement de monde, on dit que l'argent est la racine de tout le monde, on entend ça. Et on a vraiment un panel très riche en connaissances et en gestion de finances et tout. Et nous allons remercier la Fondation Mastercard pour cette opportunité, la plateforme Baobab également de nous avoir donné cet espace pour qu'on puisse en parler. Et nous serons tous là pour assister. Je vais juste demander que nous puissions suivre certaines consignes, genre nous mettre en sourdine, laisser nos questions pour qu'on les prenne à la fin lors de la séance questions et réponses, et d'apprendre aussi, qu'on apprenne vraiment beaucoup de ce qui va se passer ici et qu'on puisse tirer des leçons qui va changer comment nous faisons les choses. Donc, sans plus tarder, je vais juste passer la parole à Kadi Ndiaye, qui est notre modératrice aujourd'hui, celle qui a le choix entre ses mains. Donc, Kadi, tu peux maintenant prendre la parole et puis nous emmener. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gracia. Et bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Kadi Ndiaye. Je suis titulaire d'un Master 2 en modélisation et mathématiques appliquées à la finance à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Je suis sénégalaise et par ailleurs, je suis ambassadrice de la plateforme Baobab et ancienne boursière de Mastercard Foundation à MC Sénégal. Alors, sans tarder, je vais commencer par
juste rappeler les consignes. Je vois qu'il y a toujours certains qui ont leur micro toujours allumé. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir mettre sous mute vos micros pour que chacun d'entre nous puisse profiter au max des contributions. Alors, sans tarder, je m'en vais introduire les panélistes. Alors, je vais commencer par M. Timothée Ouattara de la Côte d'Ivoire. Alors, M. Timothée est spécialiste de l'éducation et de la communication dans des domaines tels que le développement international, le renforcement des capacités, les affaires, l'entrepreneuriat, le leadership et les politiques publiques. Alors, M. Ouattara, si vous voulez, je vous donne la parole pour que vous puissiez vous introduire. Ok, bonjour à tous, bonsoir à tous ceux qui sont en Afrique. Je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de prendre la parole. Voilà, je pense que vous l'avez déjà dit, mon nom c'est Timothée Ouattara, qui n'a rien à voir avec le président Ouattara de la Côte d'Ivoire. Je suis juste quelqu'un qui vient de la même région que lui, mais ce n'est pas un membre de ma famille. Voilà, donc comme elle a dit, je suis éducateur, en même temps aussi communicateur. J'ai travaillé avec plusieurs institutions internationales dans le cadre du développement international. Et j'ai décidé aussi de me consacrer, en tout cas pour les 10 prochaines années, à l'enseignement supérieur. Donc, j'enseigne l'anglais des sciences et des techniques dans une université qu'on appelle l'Université de Mans. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire un peu pour le moment. Alors, merci beaucoup, M. Ouattara. Je m'en vais maintenant présenter notre deuxième panéliste. Elle s'appelle Mme Grace Ouendo du Bénin. Elle est chargée des ressources humaines à Orion Origine. Elle est blogueuse sur www.ladygracious.com. Elle est digital marketer, cofondatrice de l'ONG Access to Computer for Every Girl et promotrice de l'agenda financier Tito. Alors, Madame Grace, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc, comme Madame Kadi vient de le dire, c'est Grace, digital marketer, qui m'a amené à travailler ou à créer une ONG. On forme les filles à l'outil informatique. Et puis, avec le temps, voilà, j'ai développé un agenda financier qui permet de mieux gérer son argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Grace. Alors, je crois qu'on a de plus en plus de monde qui viennent. Alors, bienvenue à tout le monde dans notre événement d'aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. J'ai juste oublié de préciser que nous avons un interprète des signes qui est là, M. Akiele. M. Akiele, peut-être vous pouvez faire signe. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'aimerais demander si Mme Maya Mandia est là. Alors, elle n'est pas encore là, donc nous avons commencé l'événement. Alors, j'aimerais juste vous dire que vous soyez étudiant ou non étudiant, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez en début de carrière ou pas, je pense qu'il est d'une importance capitale pour chacun d'entre nous de savoir gérer ses ressources financières dans le but non seulement d'être stable, mais d'avoir une indépendance financière. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence financière. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour que nous tous nous soyons sur la même longueur d'onde, on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est l'intelligence financière en fait. Donc, je vais adresser ma première question à Mme Grace. Madame Grace, en tant que fondatrice de l'agenda financier Tito, pouvez-vous nous dire en fait, comment vous définiriez la notion d'intelligence financière? Merci beaucoup pour la question. Donc, moi, je dirais que la notion de l'intelligence financière, c'est d'avoir des compétences pour mieux gérer ses finances personnelles. Et pas que les finances personnelles, mais tout ce qui est dans votre environnement financier, tout ce qui vous touche qui est financier, c'est le fait d'avoir des compétences. Donc, déjà, il y a le fait de savoir et il y a après maintenant quels sont les outils qui pourront m'aider à avoir ces compétences. Donc, il ne s'agit pas juste
de dire que voilà, c'est l'intelligence financière, je veux juste, ça va gérer mon argent sans agir parce que c'est l'action en fait qui mène à l'intelligence financière. Donc, avant de terminer, j'aimerais dire que tous ceux qui sont présents actuellement en train d'écouter, c'est qu'à la fin de cette session, qu'on puisse se dire, après ça, quelle action que je vais prendre? Parce que c'est facile d'écouter et puis après, on oublie. Mais c'est vraiment les actions qu'on prend après qui nous amènent à avoir le résultat que nous voulons. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Grace. Et je pense que c'est exactement le cas. Nous sommes tous là aujourd'hui pour apprendre. Et je pense qu'à la fin de cet événement, nous serons tous en mesure d'appliquer aux différents conseils. Alors, vous disiez que c'est une question de compétence, l'intelligence financière. Maintenant, j'aimerais savoir si réellement c'est une compétence. Comment est-ce qu'un jeune Africain pourrait faire pour acquérir cette compétence-là? OK, je crois que la question, c'est toujours à moi, n'est-ce pas? OK. Quand on dit c'est une affaire de compétence, ça veut dire qu'on apprend. Personne n'est né avec ce savoir. Personne n'est né avec ça. Parfois même, à un âge donné, quand on commence à comprendre, quand la vie nous apprend que voilà, c'est l'argent, il faut l'argent pour pouvoir vivre, c'est là où on commence à réfléchir à, mais OK, si j'ai besoin d'argent, alors comment je fais pour trouver l'argent, pour fructifier, pour garder? Et on se dit, si nos parents nous avaient appris à mieux gérer, enfin, quand on était plus jeune, peut-être qu'on ne sera pas là. Donc, quand on prend conscience, en fait, on se dit que maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ce n'est plus une question de parents, c'est une décision personnelle. Avoir aussi la volonté. Et puis, c'est quand il y a ce déclic, en fait, dans notre tête, qu'on commence à chercher à avoir ces compétences. Donc, en tant que jeune Africain, comment avoir ces compétences? La première chose, déjà, c'est d'avoir ce déclic. Parce que sans le déclic, c'est mort. C'est pour la petite histoire, j'ai créé l'agenda Tito, ça fait la 2e année. C'était un déclic. Donc, ce n'était pas comme si je savais à la base les maths et moi, non, on n'est pas amis. Donc, quelqu'un qui n'aime pas les maths, imaginez, qui est aujourd'hui en train de faire la promotion d'un agenda, c'est comment je vais dire, c'est 2 trucs opposés. Donc, c'est pour dire que ça vient d'un déclic, en fait. Et puis, je me suis dit, en fait, je lisais un article de blog d'une dame qui parlait de la gestion financière en famille, en couple, personnellement. Et puis, je me suis dit, mais ça, c'est une vérité. C'est vrai que je sais épargner à la base, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je ne peux pas faire mieux que ça? Est-ce que je ne peux pas épargner mieux que ça? Donc, je me suis dit, OK, c'est un besoin personnel. Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir mieux épargner? Je me dis, OK, bon, déjà, il faut avoir un cahier pour pouvoir noter ces trucs. Donc, j'ai eu l'idée, je me suis dit, si j'ai ce problème, c'est sûr qu'il y a pas mal de personnes qui ont ce même problème de comment mieux gérer ses finances et tout. Donc, j'ai fait un exemplaire de l'agenda. Je pense 50, je me suis dit, bon, je vais le faire à usage personnel. Mais non, si je fais la promotion et des gens s'intéressent, je vais vendre, mais c'est tout, quoi. Je ne voulais pas en faire un business à la base. Je voulais juste faire quelques exemplaires. Donc, après avoir fait les 50, et puis après ça, il y avait toujours la demande. Donc, je me suis dit, OK, la demande est là. Pourquoi ne pas faire ça? Donc, depuis 2 ans, on est toujours là parce qu'il y a la demande. Donc, c'est pour dire que c'est un déclic. Donc, depuis que j'utilise l'agenda, je pense que tous ceux qui utilisent l'agenda, mensuellement ou bien tous les jours, en fait, on se demande qu'est-ce que je peux faire pour épargner, qu'est-ce que je peux faire pour investir, quel business je peux faire. Je n'ai pas seulement mon boulot, quel est le side job que je peux faire. Ça vient en fait naturellement parce qu'on est dans cette dynamique. Donc, tant qu'il n'y a pas le déclic, c'est mort. Donc, après le déclic, je ne peux pas juste croiser les bras et dire, bon, ça va venir quand ça va venir. Non, je me suis mis des outils, j'ai mis des outils en place pour pouvoir, pour que ça soit une réalité. Donc, j'ai eu le déclic, j'ai utilisé des outils. Première chose, un agenda. Mensuellement, je fais mes prévisions. Même si je dépense plus que... Moi, j'ai une idée de comment je dépense. Je sais ce qui bouffe mon argent, je sais comment j'arrive à épargner. Si ça ne va pas financièrement, j'ai tout ça en tête parce que mensuellement, je fais le point
et je sais comment je gère mon argent. Donc, il faut le déclic, il faut les outils. Après l'agenda, cette année, j'ai rajouté un classeur d'argent. C'est un binder qui a des poches où tu peux même partager de l'argent. Tu peux avoir enveloppe, transport, nourriture. Donc, quand une enveloppe est en train de se terminer, tu te dis que l'argent là se termine. Comment il faut que je me débrouille pour ne pas faire extra. Donc, tout ça, c'est les outils en fait qui pourront nous aider à rester dans cette logique de, voilà, si je veux mieux dépenser mon argent, je dois avoir des outils en place pour m'aider. Sinon, franchement, c'est vraiment pas facile. Donc, c'est ce que je peux dire. Après ça, discuter avec ceux qui sont les comptables, ceux qui sont dans le domaine, les personnes qui réfléchissent de la même manière, qui cherchent aussi des side jobs. C'est ces personnes-là avec lesquelles vous pouvez discuter et banalement, vous pouvez trouver une idée. Comme ça, je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas un entrepreneur, mais voilà, c'est venu parce qu'il y avait le besoin. Donc, c'est en faisant ça, c'est avec ces outils que vous allez pouvoir avoir ce déclic et puis savoir aussi mieux gérer vos finances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Grace. On comprend maintenant qu'il ne suffit pas d'être mathématicienne pour pouvoir vraiment avoir les compétences pour une bonne intelligence financière. Il faut aussi de l'organisation et bien s'entourer. Oui, dès qu'on dépense l'argent, il le faut. C'est la base, à moins que la personne ne dépense pas de l'argent. D'accord. Alors, merci beaucoup pour la clarté de vos réponses, Madame Grace. Alors, je vois que notre troisième panéliste est là. Elle s'appelle Madame Mariam Ndiaye. Elle est sénégalaise aussi. Est fondatrice et PDG de The Tribe Up, une entité de conseil en investissement et éducation financière. Alors, Madame Ndiaye a par ailleurs une riche expérience de travail dans le secteur financier et a bénéficié de la bourse du programme entrepreneurial de la Fondation Tony Elumelu. Alors, Madame Grace, vous pouvez dire bonjour? Madame Mariam, plutôt, désolée. Oui. Donc, bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour moi d'être là. Merci en tout cas pour l'invitation et je m'excuse un peu du retard. On avait un peu des soucis de connexion et j'ose espérer en tout cas que vous passez un excellent week-end. Donc, moi, c'est, comme vous l'avez bien dit, Madame Mariam Ndiaye, sénégalaise de nationalité mais africaine de culture et passionnée par nature. Donc, j'ose espérer en tout cas qu'avec ces sessions de partage, je pourrais vraiment répondre à toutes les questions de l'audience. Juste une petite correction, c'est pas The Tribe Up, mais c'est The Up Tribe, hein, une société d'éducation financière, donc qui a été créée officieusement depuis 2018, officiellement depuis 2020. Donc, notre mission principale, vraiment, c'est d'accompagner les jeunes et les femmes à mieux gérer leurs finances personnelles par nos différents types de services et aussi par différents types de produits qu'on est bientôt en train de lancer sur le marché. Et voilà. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être là et je reste ouverte en tout cas à toutes les questions, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et je salue également les autres panélistes. Merci beaucoup, Madame Ndiaye, et bienvenue. Alors, je pense que maintenant, nous avons une réponse par rapport à la notion d'intelligence financière. Maintenant, nous allons plutôt nous intéresser à s'il s'agit juste d'une question d'organisation, d'entourage et autres. En fait, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi la jeunesse africaine ne parvient pas à avoir une intelligence financière? Donc, je m'en vais poser les deux prochaines questions à M. Ouattara. Alors, Okay. M. Ouattara, Oui. en fait, on aimerait savoir, en fait, quelles sont les causes, les défis auxquels sont confrontés la jeunesse africaine, les empêchant d'avoir une intelligence financière adéquate. OK, merci pour la question. Je pense que déjà, je voudrais remercier Mme Grace pour sa présentation, surtout sa définition de l'intelligence financière. Je pense que la plupart des jeunes ou bien même de la population ont une connaissance erronée de l'intelligence financière. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'intelligence financière en termes de comptabilité ou bien d'économie pure. Mais c'est la gestion personnelle des revenus que nous avons.
Voilà, ce n'est pas la quantité, mais c'est plutôt la manière de gérer le rapport qu'on a avec l'argent. C'est ça qui est vraiment la définition basique de l'intelligence financière. Je pense que Mme Grasse a bien précisé cela. L'un des défis que moi j'ai vu à travers l'expérience que j'ai eue avec la jeunesse surtout, je pense que c'est un défi culturel. Surtout la plupart des familles en Afrique subsaharienne ont une tradition qui ne met pas l'argent en avant. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas suffisamment nos enfants ou bien nos frères, nos sœurs sur l'argent. Voilà, on en parle très peu et quelquefois même les parents même ont tendance à cacher aux enfants les sources de leurs revenus. Voilà, on ne parle pas d'argent avec les enfants. Voilà, on peut parler de travail, d'école et de problèmes de famille, mais les questions d'argent, c'est toujours quelque chose qui est tabou. On n'en parle pas beaucoup. Moi, je dis toujours qu'il y a des sujets qui font partie de la vie qu'il faut aborder avec un enfant qui a déjà conscience de l'existence de la vie. Il s'agit de l'argent et aussi de la sexualité. C'est des choses qui sont très pertinentes pour la vie d'un homme. Mais ce sont des choses qu'on fait tabou. Et après, on découvre seul comment ça fonctionne. Et puis, malheureusement, c'est déjà trop tard pour réussir ça. Donc, l'un des premiers défis que je vois, c'est au niveau culturel. C'est-à-dire éduquer nos enfants sur l'argent. Ça, c'est très important. Le deuxième défi que je vois aussi, c'est au niveau de notre système éducatif. Moi qui, par exemple, viens d'un pays francophone, je ne sais pas s'il y a des anglophones parmi nous, mais en tout cas, pour avoir côtoyé le système éducatif francophone dans plusieurs pays, le constat malheureusement triste que je vois, c'est que dans nos programmes académiques, on ne parle pas d'économie jusqu'à ce qu'on ait le bac, on va à l'université, on ne parle pas d'argent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici dans l'audience qui peut me contredire, mais moi, je n'ai pas suivi de cours sur les finances personnelles pendant tout mon cursus académique jusqu'à ce que j'ai le doctorat. On ne m'a jamais parlé d'argent. Voilà. Pour entendre parler d'argent, il faut faire des études en économie. Et là, on parle de l'économie de manière, je veux dire, de la comptabilité. On ne parle pas de la gestion financière, de l'intelligence financière dans nos systèmes éducatifs. Et je pense que c'est un défi qu'il faut relever maintenant. Il faut que nous puissions penser, s'il y a des éducateurs parmi nous ici, des gens qui sont dans le système éducatif, il faut commencer à réfléchir comment concevoir nos curriculums, nos syllabus en intégrant l'intelligence financière dans nos formations. Juste pour vous donner un exemple, aux États-Unis, j'étais à un séminaire et j'ai constaté qu'il y a 23 États américains aujourd'hui qui exigent un cours de finances personnelles dans leur système éducatif. Et il y en a 25 qui exigent un cours d'économie pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir le diplôme d'études secondaires ici aux États-Unis sans avoir suivi une formation en économie. Donc, vous voyez un peu comment ils sont en avance sur nous qui sommes en Afrique, francophone surtout. Donc, c'est les deux défis que je peux mentionner sur cet aspect de votre question. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Ouattara, pour cette belle intervention. En tout cas, nous avons bien retenu les deux points essentiels. Alors, je m'en vais vous poser cette question aussi, parce que comme nous connaissons maintenant les défis à relever. Maintenant, j'aimerais savoir, en fait, que peuvent être les conséquences d'une mauvaise gestion financière pour un jeune, surtout en début de carrière. Ah oui, les conséquences, elles sont graves. Voilà, les conséquences, c'est la galère. Voilà, la galère, les dettes. Je pense que l'une des conséquences liées au manque d'intelligence ou bien au manque de connaissance des finances, c'est vous êtes exposé, vous êtes toujours en train de lutter pour réussir. Voilà. Et il y a quelqu'un qui me disait une fois que si vous pensez que c'est trop dur de gérer l'argent, ou bien d'économiser, ou bien d'être riche, essayez de vivre sans argent, essayez d'être pauvre. Vous allez voir quelle est la différence. Pour dire que l'une des premières conséquences, c'est qu'on est confronté à
à la galère tout le temps. C'est-à-dire, quel que soit le montant que vous allez recevoir, surtout quand vous êtes en début de carrière, je vois beaucoup de jeunes qui pensent que dès que j'ai un travail, mon problème est résolu. Non, ce n'est pas vrai. S'il y a des gens qui travaillent parmi nous ici, ils savent que même si vous avez un salaire régulier, bientôt sera la fin du mois. Nombreux sont les travailleurs qui, à partir du 15, ont déjà dépensé leur salaire et souffrent pour joindre les deux bouts. Voilà. Et quelquefois, ils sont obligés de s'endetter. Voilà. Et je m'avais d'ailleurs même envie de parler des dettes. Voilà. Il faut comprendre que l'une des conséquences, lorsque vous n'avez pas une intelligence financière, c'est que vous allez mal gérer tout ce que vous allez avoir comme revenu. Je pense que beaucoup ont déjà entendu parler de cet exemple. Vous pouvez avoir 100 millions de francs CFA au loto et le lendemain, vous êtes pauvre parce que vous n'avez pas compris comment l'argent fonctionne. Et si vous ne comprenez pas comment l'argent fonctionne, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Et ça a ses conséquences. Vous n'aurez jamais ce que vous voulez, vous n'aurez pas l'opportunité de bien vivre, d'avoir une vie épanouie. Donc, l'une des conséquences, déjà en début de carrière, c'est que vous allez sortir, vous allez toujours passer votre vie dans une spirale, vous allez toujours tourner en rond pour vivre une vie de galère. La deuxième conséquence que je vois qui est évidente pour moi, c'est les dettes. Voilà, le stress des dettes. Voilà, c'est qu'à un moment donné, vous allez penser que bon, si je m'endette, et avec ce que je gagne, je pourrais m'en sortir. Mais quand vous vous endettez avec de l'argent, que vous n'avez pas une intelligence, une sagesse même, moi j'appelle cela la sagesse financière, pour savoir où investir et comment gérer ce que vous avez pris à la banque, auprès de la banque comme une dette, mais vous allez finir toujours encore plus endetté. Beaucoup de gens empruntent de l'argent, mais le fait qu'ils n'ont pas une intelligence financière, n'arrivent même pas à rembourser la dette qu'ils ont et ils sont plus endettés qu'ils étaient au départ. Donc, moi, ce que je recommande toujours, c'est qu'avant même de finir vos études, de chercher d'abord du travail, il faut d'abord se cultiver sur l'intelligence financière. Et ensuite, avant de prendre une dette, il faut bien s'asseoir pour réfléchir. Est-ce que j'ai les connaissances nécessaires qui me permettent de pouvoir gérer la dette que je vais prendre? Voilà, si vous n'avez pas ces deux connaissances, la conséquence sera du gâchis. Vous allez toujours finir malheureux. Et à partir du 15, je vous donne juste un exemple. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, chez moi, à la fin du mois, il y a les embouteillages. Beaucoup de gens sortent avec les véhicules parce qu'ils ont les moyens de prendre le carburant et ils ont le temps de sortir avec les véhicules. Mais à partir du 10 et du 15, vous ne verrez plus suffisamment d'embouteillages parce que les gens garent les véhicules et n'ont pas l'argent pour payer le carburant. Donc, ils sont dans les transports communs. Et c'est le meilleur moment pour sortir avec son véhicule si vous êtes véhiculé à Abidjan. Donc, pour dire que la plupart des gens ne savent pas gérer leur argent et ils souffrent plus. Voilà. Et après, ça finit. L'une des conséquences qu'on ne dit pas, c'est la santé. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, il ne peut pas se soigner, il ne peut pas bien se soigner. Donc, il faut vraiment se cultiver sur ce côté-là, sur cet aspect-là. Voilà. Madame Kadi. Madame Kadi. Oui, est-ce que je peux rajouter à ce que M. Timothée a dit? Il y a aussi la dépendance. Oui. La dépendance. La personne a mal géré son argent, maintenant il en a besoin. Il se dit, OK, à qui je vais demander? Mon cousin, mon oncle, et puis voilà, le 15, le 20. S'il te plaît, tu peux me prêter 2000, 2500, alors que tu sais qu'il ne va même pas rembourser. Parce que mais la personne travaille, mais pourquoi il vient me demander de l'argent à cette date alors que moi, si je travaille? Donc, il y a aussi la dépendance. Ouais. Parfois, c'est une des conséquences quand j'ai mal aussi son argent. Et en Afrique, c'est vraiment répandu. Le fait que quelqu'un veut forcément te voir pour te prendre de l'argent et quand tu ne donnes pas, c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui es aigri, alors que, enfin, nous avons tous des besoins. Merci. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux pour la clarté des réponses. C'est vrai, dans toutes les familles africaines presque, la personne qui gère le mieux son argent, c'est la personne qui est plus jugée comme pingre. En fait, avoir une bonne gestion financière en Afrique, c'est juste, on te traite de pingre, de ne pas vouloir dépenser ton argent, alors qu'on veut juste, en réalité, ne pas avoir à demander de gauche à droite de l'argent. Tout à fait. Alors, je m'en vais maintenant au troisième point.
comme nous avons défini la notion d'intelligence financière, nous savons maintenant quelles sont les causes et les conséquences d'une mauvaise intelligence financière. On va maintenant poser mes questions à Madame Jai. Ces questions vont concerner maintenant les stratégies et peut-être astuces à utiliser pour avoir une bonne gestion financière. Alors, Madame Jai, en tant que PDG d'une entité financière au Sénégal, pouvez-vous nous dire quelles sont les stratégies mises en place pour accompagner les jeunes dans la gestion de leurs finances? Oui, merci Madame Jai pour la question et je félicite en tout cas les deux autres panélistes pour la pertinence des propos. Rien à ajouter en tout cas de ce côté-là. Et pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que c'est vrai que partout en Afrique de l'Ouest, parce que le Sénégal reste un pays de l'Afrique de l'Ouest, mais quand on fait un benchmark de l'ensemble des pays, à savoir en Côte d'Ivoire, au Bénin, beaucoup d'initiatives ont été mises en place pour l'éducation financière des jeunes, parce qu'un point pertinent a été soulevé, à savoir l'éducation financière dès le bas âge. Et moi, c'est ça qui me tient beaucoup à cœur. Donc, au Sénégal, on va dire que comme monsieur, je ne me rappelle plus du nom, c'est monsieur Ouattara l'a si bien dit, la notion d'intelligence financière, des fois, même les dirigeants confondent cela à l'entrepreneuriat. Donc, les initiatives qu'on va beaucoup plus voir, ce sont des initiatives sur l'entrepreneuriat, les inciter à entreprendre, etc. et tout, alors que ce n'est pas forcément ça la solution. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'entrepreneuriat reste une des solutions au chômage, à d'autres problématiques de la jeunesse, mais ce n'est pas la seule solution. Donc, ce qui a été fait, c'est déjà qu'on a lancé dans notre pays beaucoup d'initiatives, n'est-ce pas, en matière d'entrepreneuriat et tout. Mais en matière d'éducation financière, quand même, il faut avouer que beaucoup plus d'initiatives sont lancées peut-être à hauteur des consommateurs qui sont des adultes, mais pas forcément des jeunes. Et heureusement, depuis la création de ma structure, quand même, vu que je suis vraiment concentrée sur la cible jeunes, on est en train ensemble avec l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui est l'entité étatique qui travaille sur tout ce qui est stratégie nationale d'éducation financière, de travailler sur une initiative, en tout cas, d'éducation financière à l'école. Donc, pour nous, en fait, au Sénégal, l'objectif, horizon 5, 7 ans, 10 ans, c'est vraiment de mettre en place à l'école. Et quand je dis à l'école, c'est de l'élémentaire, primaire, secondaire, la mise en place de curriculum de formation d'éducation financière pour les jeunes. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, si on voit que beaucoup d'adultes aujourd'hui ont des problèmes en matière de finances, est-ce que l'histoire n'aurait pas été différente si on les avait enseignés ça dès le bas âge? Donc, pour le moment, en fait, ce sont ces stratégies-là qui est en train d'être mises en place, on va dire, c'est en process. Et ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de facteurs, en tout cas, qui font que ce n'est pas un projet ou bien une initiative qui est facile de mettre en place parce que tout le monde sait qu'en Afrique, le système éducatif est un peu erroné. Voilà, donc, mais on essaie de jouer notre part et on ose espérer que d'ici très peu de temps, en tout cas, vous serez informés de la mise en place, en tout cas, de cette initiative. Donc, pour le moment, c'est ça. Et peut-être rajouter aussi avec mon entreprise et avec beaucoup d'autres acteurs de la société civile, nous essayons en tant bien que mal d'organiser en fait des sessions de sensibilisation de masse, des sessions aussi de formation à basse échelle, parce qu'en matière d'éducation financière, pour qu'il y ait vraiment d'impact, il ne s'agit pas de former beaucoup de personnes en même temps. Il est plus propice, plus pertinent de former une classe bien réduite de personnes pour après bien suivre en fait le changement sur leur comportement financier, sur leur mentalité financière. Et voilà, donc en tant que tel, c'est ça qui est en train d'être fait ici. Et ça fait plaisir aussi de voir que dans d'autres pays d'Afrique, en tout cas, ce changement étant mis en œuvre. Et peut-être qu'après M. Ouattara et l'autre panéliste, Mme Ma, nous partagera s'il y a des initiatives qui ont été mises en place dans leurs pays respectifs. Quelle est l'autre question, par contre? Merci beaucoup, Mme Ndiaye. Oui. Hâte d'arriver à ces stratégies-là. J'espère que seront bientôt mises en place au Sénégal. Alors, ma deuxième question concerne les astuces dont vous pouvez partager avec nous pour avoir une bonne gestion de son argent.
D'accord. Donc, c'est une question que j'aime bien. Bon, j'ai l'habitude d'y répondre. Donc, déjà, je crois que les deux premiers intervenants ont parlé de la notion d'intelligence financière, qui est très importante, qui est un état où la personne veut arriver, n'est-ce pas? Mais tout d'abord, pour avoir cette intelligence financière, on parle de notion d'éducation financière. Donc, c'est quoi l'éducation financière? C'est l'ensemble, en fait, des connaissances que la personne doit avoir aujourd'hui pour modifier. Modifier quoi? Ses comportements. Parce que c'est ça, en fait, la finance. La finance, ou bien l'éducation financière, son objectif, c'est quoi? C'est de changer le comportement financier de la personne pour que ce soit des comportements financiers positifs, pour qu'il ait sur le long terme, en fait, plus de capacité, plus d'intelligence, n'est-ce pas, pour prendre des bonnes décisions financières éclairant en la matière. Donc, en matière d'éducation financière, les bases, c'est quoi? C'est déjà la mentalité financière. Et tout le monde sait que c'est assez problématique en Afrique, parce que déjà, l'aspect culturel nous pose problème, comme on a l'habitude de le dire, le droit d'ânesse, les parents, les amis des fois. On est dans une société de partage, hein. C'est ça l'Afrique, c'est ça qui fait la beauté de l'Afrique. Donc, ça ne va pas forcément changer, mais c'est ça des fois qui facilite en fait un développement de mentalité assez négative, parce qu'on ne voit pas l'argent comme un outil, mais on voit l'argent plutôt comme quoi? On voit l'argent comme une source de stress, comme quelque chose qui est mauvais parce que ça détruit des relations, parce que quand ça rentre, ça sort automatiquement, etc. Donc, il faut déjà faire un travail de cadrage. Le premier conseil que je donnerai à la personne, c'est de faire un travail de cadrage, parce que c'est vrai que déjà, si nous, nos parents, n'ont pas eu une éducation financière, ils ne vont pas nous donner cette éducation financière-là, parce qu'ils n'ont aucune connaissance en la matière. Donc déjà, aujourd'hui, nous sommes à une ère de la digitalisation où il y a beaucoup d'informations, n'est-ce pas, sur ces questions financières. Donc, se renseigner, essayer de suivre des cours déjà pour changer ce mindset-là. Donc, le deuxième conseil que je donnerais aussi, c'est savoir dire non, n'est-ce pas? Parce que malheureusement, vu que je travaille avec beaucoup de clients, c'est ça le premier problème. C'est-à-dire, vous verrez beaucoup de gens dans notre communauté, pour dire non, c'est tout un problème, avec les sollicitations, avec les ordonnances par ici, avec les mariages par ici, avec les baptêmes par ici. Donc, il faut toujours donner de l'argent. Et moi, j'ai l'habitude de dire que dire non, en fait, ce n'est pas un synonyme d'être méchant, mais c'est un signe de discipline. Parce qu'en matière de finance, pour atteindre un objectif financier sur le court, moyen et long terme, parce que c'est les trois types d'objectifs qui existent en matière de finance, il faut être discipliné, n'est-ce pas? L'argent, certes, on pourra l'utiliser dans plusieurs choses, mais il faut être fixé sur où on veut aller. Et tant qu'on n'acceptera pas, ou bien on ne voudra pas dire non, bah, tout le temps, on va être le pigeon de tout le monde. Et ce n'est pas possible, en fait. Parce que, mine de rien, quand on parle d'intelligence, quand on parle de liberté, bah, écoutez, on ne va pas juste épargner pour ça. Il faut investir. Et on investit quoi? On ne va pas investir nos dons, ni nos chaussures ou bien quoi. C'est de l'argent qu'on va investir. Donc, il faut épargner. Et pour épargner, il faut savoir dire non. Il faut qu'il y ait un reste à vivre, en fait, n'est-ce pas? Et le troisième conseil aussi que je donne, c'est vraiment, en fait, crucial, parce qu'on n'a pas forcément cette culture-là, c'est de faire un suivi de ses dépenses pour pouvoir budgétiser. Deux problèmes se posent, parce que déjà, si on n'a pas une cartographie assez claire de ses dépenses, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un budget qui ne reflète pas notre situation financière. Et quand on fait un budget qui ne reflète pas notre situation financière, qu'est-ce qui se passe? On utilise 1 mois, 2 mois et on arrête. Ah, ce budget-là, ça me fatigue. Ah, ce budget-là, ça me frustre, ça ne marche pas. Tout simplement parce que vous ne connaissez pas quelles sont vos rubriques de dépenses. Et est-ce que ce sont des charges fixes? Est-ce que ce sont des charges variables? Est-ce que ce sont des charges occasionnelles? Il y a des gens, à la fin du mois, ils dépensent plus sur des charges occasionnelles que même sur leurs charges fixes. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et c'est quand on fait un suivi de ces dépenses qu'on pourra savoir que non, ça ne va pas. Je suis en train de tout mélanger, donc je dois réorganiser mes dépenses pour être sûr que quand même, à la fin du mois, il me reste quelque chose pour épargner, n'est-ce pas? Ce qui nous permet aujourd'hui d'introduire le 4e conseil sur l'épargne, pour être sûr, en tout cas, surtout pour les jeunes, d'épargner, c'est déjà d'utiliser peut-être, je le dis entre guillemets, ça dépendra en tout cas de vous, de créer un compte bancaire et d'automatiser cette épargne-là. Tout simplement, en fait. Parce qu'aujourd'hui,
c'est quand on est jeune qu'on doit investir parce que notre appétence au risque est le plus élevé. Donc, on est habilité à acquérir des actifs qui sont plus risqués, en tout cas pour avoir de plus hauts rendements. Donc, essayez en fait d'automatiser votre épargne là. Et il y a plusieurs types d'épargne. Donc, il y a l'épargne d'urgence, il y a l'épargne à court terme ou le fonds d'amortissement et l'épargne à long terme. Donc, en priorité, il faut avoir le fonds d'urgence. Parce qu'à chaque fois, c'est ça la problématique de l'épargne. Vous verrez une personne qui commence à mobiliser petit à petit de l'argent et bam, il y a une urgence qui vient. Ça peut être une panne de voiture, ça peut être une urgence familiale, ça peut être autre chose et vous piochez sur votre épargne là et vous retournez en arrière. Donc, le fonds d'urgence, d'habitude, c'est un excellent moyen pour vous permettre déjà d'avoir une épargne constante, mais aussi d'avoir un fonds lorsque vous aurez des urgences, n'est-ce pas? Donc, c'est très important. Et la formule de base, d'habitude, on le dit, hein, mais moi, j'ai une autre stratégie pour mes clients. On dit que ça doit constituer 6 mois de votre salaire de base. Donc, aujourd'hui, si vous gagnez 200 000, 250 000 par mois, vous faites 250 000 fois 6. C'est ça qui doit être votre fonds d'urgence. Et comment on peut interpréter cela? C'est le montant que vous allez avoir. C'est ce montant-là, en fait, si aujourd'hui vous perdiez votre travail, ou bien vous perdez votre travail où vous gagnez votre salaire, ça va vous permettre d'avoir un fonds pour survivre pour 6 mois. Et si l'aspect où vous n'avez pas perdu votre travail, vous aurez toujours un fonds aujourd'hui pour faire face aux urgences sans pour autant piocher dans votre épargne de base. Donc, c'est très important, l'épargne, parce que ça nous permet aujourd'hui d'avoir en fait assez de fonds pour financer nos projets ou bien investir. Et je terminerai peut-être en disant aussi, c'est bien d'investir, hein. C'est très bien et je le recommande à tout le monde, mais faites attention. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai commencé vraiment, je travaille depuis longtemps avec la jeunesse et je ressens des fois des choses, ou bien il y a des problématiques qui ressortent des fois qui me mettent mal à l'aise et qui me frustrent. Parce que des fois, cette jeunesse a tendance, et je ne dis pas que c'est tous les jeunes, hein, mais la jeunesse d'aujourd'hui, des fois, aime l'argent facile, n'est-ce pas? Aime l'argent rapide, quoi. Ils veulent avoir l'argent rapidement et tout. Et il y a deux choses que je commence à remarquer. Beaucoup de jeunes aujourd'hui en matière d'investissement vont tomber dans le piège des pyramides de Ponzi alors qu'ils ne font pas l'analyse, ou bien ils vont aller vers la loterie en disant que la loterie, c'est un investissement. Ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui vous dira le contraire ne vous dit pas la vérité. En tout cas, je vous le dis dès à présent. Donc, l'investissement, ça prend et ça se base sur quoi? Sur votre profil d'investisseur. Et le profil d'investisseur se base sur votre âge, votre appétence au risque et vos objectifs en fait de rendement. Donc, c'est tout un exercice à faire pour voir en fait si vous commencez à investir sur un portefeuille d'actions ou bien surtout d'autres types d'actifs en tout cas qui vont générer beaucoup plus de revenus sur le court, moyen et long terme. Donc, faites attention à vos choix d'investissement parce qu'il y a certains investissements, entre guillemets, qui ne le sont pas. Et dès que vous allez entrer dans ça, ça va forcément gâter votre vie. Et des fois, ça peut inciter ou bien ça peut créer des addictions qui seront difficiles à effacer. Donc, en somme, mentalité financière, travailler sur votre mentalité financière, n'est-ce pas, en essayant de cadrer la culture, les parents, la famille et tout. Apprenez à dire non, c'est important. Donc, ça incite à être discipliné et à atteindre vos objectifs financiers. Suivez vos dépenses et budgétisez parce que c'est comme ça que vous pourrez facilement atteindre vos objectifs d'épargne, vos objectifs aussi d'investissement sur le long terme. Aussi, essayez, comme je l'ai tantôt dit, d'automatiser votre épargne. Au pire des cas, il y a plusieurs méthodes de budgétisation. Pour ceux qui voudront plus de détails, vous pourrez après m'écrire. Je vais vous partager un document. Donc, il y a plusieurs méthodes de budgétisation qui peuvent s'adapter par rapport à votre personnalité ou bien à votre type de travail. Donc, budgétiser, c'est important. Et construire une épargne et la discipline de construire cette épargne-là, ça va vous forcer à être discipliné et aussi à avoir assez de capital pour investir. Et en matière d'investissement, tout d'abord, définissez votre profil d'investisseur, votre appétence au risque et vos objectifs en matière de rendement. Et sur cette base-là, vous saurez sur quel actif vous allez investir. Et j'ose espérer, Inch'Allah, que ce sera en tout cas des actifs réels, pas se baser sur les pyramides de Ponzi ou bien la loterie pour être sûr que vraiment vous aurez les rendements voulus. Merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup, Madame Diaye, pour cette belle intervention. Je retiens principalement le fait de savoir dire non, qui est vraiment compliqué. En tout cas, je vois sur le chat que ce n'est pas moi seulement. En tout cas, savoir dire non en Afrique, c'est vraiment un réel problème. Oui, c'est un problème, mais moi, je me dis tout simplement que ce n'est pas impossible. Parce que moi, comme j'ai l'habitude de le dire, je ne donne jamais l'exemple de qui que ce soit. Je prends mon exemple à moi. Moi, quand j'ai commencé à travailler, parce qu'avant d'être entrepreneur, j'étais salarié. Moi, quand j'ai commencé à travailler, on me payait chaque mois 75 000 francs. 75 000 francs. Donc, 75 000 francs, déjà, quand vous n'êtes pas véhiculé, donc vous devez déjà prendre votre nourriture en tant que jeune, prendre votre transport en tant que jeune, et les parents vont s'attendre à ce que vous leur donnez quelque chose, automatiquement. Donc, moi, en fait, j'ai fait le calcul, je me suis dit, non, ça, c'est pas possible. Je ne peux pas leur donner quoi que ce soit, sinon, moi, en fait, je ne pourrais pas survivre. Et en fait, c'est ça le tabou dont M. Ouattara a parlé. Parce qu'en fait, on est mal à l'aise à parler de ces questions-là. Moi, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je suis allée voir mon papa et ma maman. On s'est assis. Oui, papa et maman, c'est ça qu'on me paie. Si on fait le calcul de ma nourriture et de mon transport, je n'aurai pas quelque chose forcément à vous donner. Est-ce que donc, vous pouvez juste m'excuser dans cette phase-là, vu que je suis en stage et tout, pour voir en fait après si peut-être ils me prennent en contrat et tout ça. Là, peut-être j'aurai un meilleur salaire et je pourrais peut-être participer aux dépenses de la famille. Là, en fait, j'ai posé le débat, je leur ai dit que vraiment, ça ne suit pas. Je n'ai pas forcément d'argent à leur donner. Et ce n'est pas que je ne veux pas leur donner, mais avec le peu qu'on me donne, je n'arrive pas à survivre. Et ils ont compris, parce que le message a été clair. J'ai posé le débat, j'ai communiqué sur ça. Et ça n'a pas créé un mal-être financier, en fait. Parce qu'à cette époque-là, ils continuaient toujours de travailler. Ils n'étaient pas encore à la retraite, donc ils pouvaient gérer les dépenses et tout. Et là, ça m'a enlevé d'un fardeau. Mais c'est ça le problème. Ici, surtout quand on est aîné, on a ce cap, on commence à apporter le cap de sauveur. C'est-à-dire, oui, je dois prendre soin de maman, je dois prendre soin de papa, je dois prendre en compte la scolarité de ma petite sœur, la scolarité de mon petit frère. Donc, on commence à des fois même se créer des charges alors que personne ne vous a rien demandé, en fait. C'est ça le problème. Donc, il faut... Et moi, je le dis tout simplement ça. Maintenant, imaginez que vous avez un salaire de 100 000 et vous voulez vivre une vie d'une personne qui a 200 000, 300 000. Où est-ce que vous allez épargner? Mais ce n'est pas possible. Et c'est ça le problème. Des fois, il y a des gens qui vont travailler, on leur donne une augmentation de salaire. Mais une personne qui est intelligente financièrement, cette augmentation qu'il a, il va investir ça. Il va faire comme si de rien n'était, rien n'a changé dans sa vie. Il va investir cet argent-là sur des actifs intéressants pour augmenter en fait ses sources de revenus. Mais une personne qui n'a pas d'intelligence financière, ce qu'il va faire, je vais commander une nouvelle voiture, un 4x4 flambant neuf. Et c'est toujours à crédit, hein? Toujours à crédit. Je vais prendre un nouveau 4x4, voilà, je vais augmenter mes charges, je vais aller dans un plus bel appartement, etc. Alors que ce n'est pas forcément nécessaire. On peut toujours vivre chez nos parents pour économiser de l'argent. On peut toujours préparer nos propres repas, aller tout le temps au restaurant. On peut tout le temps aussi, au lieu de sortir des choses chères, faire une randonnée au parc qui est à côté. C'est des activités qui sont gratuites et qui sont moins chères. Mais on ne va jamais le faire. Pourquoi? À cause de la pression sociale. Il faut paraître riche au lieu d'être réellement riche. Et c'est ça le problème. Et c'est là où l'intelligence financière est importante. Et comment on peut être intelligent financièrement? C'est déjà en s'éduquant financièrement et surtout en ayant une intelligence émotionnelle. Parce que c'est un point que beaucoup de personnes oublient. L'argent n'a forcément d'abord rien à voir avec l'argent. Mais c'est plus avec les émotions, en fait. Regardez, par exemple, les personnes aujourd'hui qui investissent dans le pari sportif. Ils ne vont jamais vous dire, en fait, et qui sont addicts. Hein. Moi, c'est des cas que je vois des fois. Il y a des gens qui sont addicts. Ils ne peuvent plus arrêter. Parce qu'en fait, ils ne contrôlent plus leurs émotions. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des gens aujourd'hui, par exemple, dès qu'ils voient une personne mendier, ils vont forcément sortir de l'argent. Parce qu'ils ont pitié. Donc, vous voyez que là, encore, c'est l'émotion. Est-ce que vous voyez un peu? Des fois, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens. Il va aller acheter quelque chose en or, une bague en or ou bien un cadeau à sa maman pour lui faire plaisir. Donc, vous voyez que c'est toujours en lien avec l'émotion. Et nous, malheureusement, on est un peu pauvres en matière d'émotion. On ne travaille pas sur ces aspects-là de dev perso, voilà, d'évolution spirituelle, hein, pour être sûr qu'en tout cas, on est équilibré.
Et moi, en tout cas, j'ai fait ces erreurs-là dès le en début, hein, parce que je travaillais avant, mais c'est des erreurs que je ne fais plus. Parce que vous savez, à la fin, chaque personne du panel, hein, ici, il y a votre propre personne à 70 ans qui dépend en fait de vous à 20 ans, des décisions que vous allez faire dans votre jeunesse. Donc aujourd'hui, les choix que vous allez faire peuvent impacter en fait votre futur dans le long terme. Donc, il est plus judicieux pour vous de faire des choix judicieux en matière de finances pour être sûr d'être stable et de bien prendre soin de vous sans l'aide de qui que ce soit. Et avec le monde d'aujourd'hui où il y a énormément d'opportunités d'investissement qui sont fiables, si vous n'avez pas une éducation financière et cette intelligence dont on parlait tout à l'heure, c'est de votre faute. Et vous n'avez à pointer le doigt à personne. Alors, merci beaucoup. En tout cas, il y a une citation de chez nous. On dit souvent savoir dire non quand il le faut rehausse la dignité de l'homme. Et je crois que ça a bien son sens dans ce contexte. Alors, nous allons maintenant passer sur la partie sensibilisation. La prochaine question, je vais l'adresser à Madame Grace. Madame Grace, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Alors, j'aimerais savoir comment sensibiliser la jeunesse pour un éventuel éveil sur l'intelligence financière. Comment sensibiliser la jeunesse? Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire là actuellement, c'est de multiplier des sessions sur l'éducation financière. Enfin, ceux qui sont les experts, ceux qui s'y connaissent un peu, c'est de multiplier ces sessions-là. Et je pense qu'il faut il faut le joindre au fait qu'il y a une pression sociale. Il y a les réseaux sociaux. Cette génération, c'est les réseaux sociaux. Et parce qu'on voit que telle personne s'affiche avec tel et tel, on pense que moi, si je dois chercher de l'argent pour avoir ça. Donc, cette pression sociale fait parfois aussi qu'on veut un truc qu'on ne peut même pas acheter nous-mêmes. Donc, je pense qu'il y a pas mal de moyens pour pouvoir sensibiliser. Quelqu'un, je ne sais pas, un ami peut-être par exemple qui poste un sac qui a 50 000 alors que la personne sait qu'il ne travaille pas. C'est un moyen de dire, ma soeur, mais tu vas trouver ça où à moins que c'est un homme qui te donne le sac. Donc, pourquoi ne pas commencer à réfléchir à quel business tu vas faire pour avoir ton propre argent alors de penser à un sac de 50 000? Donc, je pense qu'il y a tous les moyens pour pouvoir sensibiliser. Dès que le sujet a un petit attrait un peu aux finances, je pense qu'on peut saisir l'opportunité pour pouvoir parler en fait des finances. Sur TikTok, il y a des phénomènes en fait qu'à la fin, mais tu te dis que ça là, c'est parce que la personne n'a pas une éducation financière. Ça là, c'est parce que la personne est pauvre qui réfléchit comme ça. Donc, il y a tellement de cas, de situations que nous voyons tous les jours. Et puis, dès qu'on arrive à le lier ou à lier cette situation aux finances, enfin, on peut sensibiliser cette personne ou ce groupe de personnes. Et voilà, donc ça me rappelle, il y a une histoire en fait, je crois que c'est au Bénin récemment. Il y a une fille, elle a raconté son histoire, elle voulait un sac, c'était un sac cher, elle a mis un statut et un ami lui a dit, tu veux un sac, ce sac-là, mais tu peux l'avoir, je vais te brancher aux riches de ce pays. Et puis, elle a accepté, elle a commencé à sortir avec ce monsieur qui a déjà une femme, donc elle était la deuxième, la Chisa, au dehors, et le monsieur ne l'a pas touchée pendant 3 mois. Mais finalement, le monsieur a fait, enfin, je ne sais pas si je dois dire ça, mais comme on est des jeunes, je vais dire. Donc, un jour, le monsieur lui demande quel est ton fantasme. Et elle dit pour elle, le monsieur dit, moi, j'aime quand on me prend pas derrière, un truc comme ça. Ah, elle bouffe l'argent du monsieur déjà, donc elle ne peut pas dire non. Et puis, à la fin, il se fait qu'ils sont passés à l'acte et tout, et puis le monsieur je ne sais pas comment je vais dire, a eu des excréments sur son visage. Elle dit que jusqu'à aujourd'hui, quand elle se lave, l'odeur est toujours là. Elle cherche un moyen pour pouvoir, quand elle va quelque part, on dit quelque chose sans. Et je me suis dit, mais ça là, c'est quoi? Si tu avais ton argent, tu n'arrives pas à sortir avec un homme marié jusqu'à ce que maintenant tu as un problème spirituel ou tu
tu cherches une solution, le monsieur lui a donné de l'argent, 3 millions, elle dit, elle n'a rien fait avec l'argent. Donc, tout ça, je dis, mais ça, c'est un problème financier. C'est parce que tu n'as pas, tu dépends maintenant de quelqu'un. Donc, il y a tous les moyens, il y a les réseaux sociaux. Tant qu'on peut lier la situation aux finances, je pense que c'est un moyen, un très bon, une opportunité pour pouvoir sensibiliser sur les finances. Merci. Et merci à Madame Mariama aussi qui a vraiment parlé des points vraiment, c'était vraiment intéressant. C'est exactement, quand tu as cette mentalité financière, tu te retrouves dans le bain en fait de ce qu'elle dit. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame Grace. Alors, je m'en vais poser cette question qui va porter sur en fait, l'amélioration. Lorsqu'on a déjà, pour dire entre guillemets, lorsqu'on est riche, bien, lorsqu'on est assez à l'aise financièrement. En fait, cette question, je l'adresse au docteur Ouattara. J'aimerais savoir comment améliorer sa culture financière. Et voilà, je pense que vous m'entendez maintenant, j'espère. Oui, on vous reçoit. OK. Ouais, merci pour cette question. Je pense que si on essaie de mettre ensemble ce que les autres panélistes ont déjà dit, je pense que je n'ai pas très grand-chose à dire, mais j'ai 2 éléments, peut-être 3 à mentionner. Le premier élément, c'est comme Grace l'a déjà dit, c'est de s'instruire. Voilà, et ça, c'est une belle initiative de la Fondation Baobab d'entreprendre une telle initiative. Je pense que c'est l'une des choses que moi, je n'ai pas vu depuis des années. Hein. En tout cas, dans mon cercle de connaissances, je n'ai pas vu une telle entreprise ou une initiative où on essaie d'aborder une question sur l'intelligence financière. Donc, déjà, je pense que c'est des initiatives comme ça qu'il faut encourager. Ça, c'est un élément. Et même de manière personnelle, vous allez aller dans des bibliothèques voilà, dans nos pays, bien dans nos villes, vous allez voir qu'il y a plus de livres sur la littérature, sur la culture, sur, qu'on appelle, sur tous les domaines de la vie, mais tout ce qui est réservé à l'intelligence financière, il n'y en a pas, quasiment pas. Et même les bibliothèques personnelles. Je pense que même vous allez voir dans les chambres d'étudiants, ils n'ont pas de livres sur l'intelligence financière. Voilà, et c'est quelque chose qu'il faut avoir dans ses habitudes. Vous achetez un livre sur la chimie, si vous étudiez la chimie, il faut acheter aussi un livre sur l'intelligence financière. Si vous avez l'occasion d'acheter un livre sur un auteur sénégalais que je connais, que j'aime bien, Cheikh Anta Diop, il faut aussi avoir un livre sur les finances, voilà, sur l'intelligence financière de quelqu'un comme, comment il s'appelle, celui qui a écrit Père riche, Père pauvre. Voilà, en 2009, il faut l'avoir. Voilà, il faut avoir Robert Kiyosaki, il faut les avoir. Voilà, Donald Trump, par exemple, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres sur la finance, mais on l'a connu que seulement en politique. Or, c'est des gens qui ont écrit des centaines de livres sur la gestion financière. Il y a un Ghanéen que je connais très bien, le docteur Yao Pebi, qui était médecin à l'ONUCI. Il a écrit des livres sur l'intelligence financière pendant qu'il était encore étudiant. Voilà, donc ce sont des choses qu'il faut avoir dans notre habitude. La deuxième chose que je voudrais aussi dire, c'est qu'il faut avoir un conseiller financier. La plupart ont des conseillers matrimoniaux, des conseillers qu'on appelle les conseillers d'orientation dans les écoles, les conseillers, je ne sais pas quoi, mais avoir un conseiller financier, c'est quelque chose qui n'est pas dans nos habitudes. Voilà. Il faut que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui est votre mentor ou bien, je ne sais pas, mais avec qui vous pouvez aller prendre des conseils sur quand il s'agit de l'argent. Donc, ça, c'est quelque chose de très fondamental. Et je pense que notre sœur, je crois que c'est Mme Ndiaye, voilà, notre panéliste, voilà, Mariama, peut bien conseiller dans ce domaine. Voilà, c'est quelque chose à laquelle elle s'est consacrée, il faut l'avoir. Voilà, je pense que pour tous ceux qui sont là ce matin ou cet après-midi, ont l'occasion de tisser une relation particulière avec elle dans ce sens-là. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est d'avoir un bilan financier. Voilà. Ça, c'est quelque chose... la plupart des gens ne le font pas parce que, bon, ils se disent que je n'ai pas suffisamment de revenus. Mais même si vous avez 10 000 francs, il faut que vous vous asseyez à la fin du mois pour faire pour retracer vos dépenses. Où est-ce que mon argent est parti pendant le mois d'août?
lorsque vous avez cette culture-là, ça vous permet d'être proactif, c'est-à-dire de réfléchir en avance sur ce qui peut arriver ou bien d'anticiper sur les prochaines dépenses. Et ça, c'est une culture qu'il faut avoir. Ce ne s'agit pas de faire aujourd'hui et puis demain on abandonne. Non, il faut que ça doit être à un niveau d'habitude prioritaire. Voilà. Maintenant, après, Mme Maria m'a parlé déjà de la budgétisation, mais c'est bien de budgétiser, mais il faut vraiment aussi faire le bilan. Voilà. Quand vous avez un bilan, ça vous permet de comprendre. Voilà. Et d'éliminer aussi les prochaines dépenses, parce qu'il y a des choses pour lesquelles on dépense inutilement. Moi, je vois des gens qui achètent 5-10 paires de chaussures. Et moi, je suis surpris. Je dis, mais tu vas faire quoi avec 10 chaussures pour 2 pieds? Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut savoir éliminer. Voilà, des gens qui se bouffent tous les jours, ils veulent bien manger. Voilà. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter en termes de nourriture ou bien en termes de dépenses inutiles. Voilà. Et c'est les habitudes. Moi, je dis toujours que l'Africain, il a 2 problèmes. Il aime bien paraître alors qu'il n'a rien chez lui et il aime bien manger pour tomber malade ensuite. Donc, tout ça, ça fait partie de notre culture. Il faut éviter ce genre de choses-là. Donc, voilà un peu ce que je peux donner comme réponse à ces 3 éléments que je peux résumer ici. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette belle intervention, M. Timothée. Vous avez parfaitement raison. Je crois que la base, c'est d'essayer de vivre, de ne pas vivre au-dessous de ses moyens, en fait. Ouais. C'est ça. Je voulais rajouter quelque chose rapidement. Allez-y. Il a mis le doigt sur un point assez important qui est le bilan financier, n'est-ce pas, qui est un outil aussi très intéressant parce que ça vous permet aujourd'hui de définir votre valeur patrimoniale nette, donc votre richesse en tant que telle en matière de biens. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, ça dépend au fait du profit de la personne aussi. Parce que quand on n'a rien, je m'excuse du terme, des fois, en fait, ce n'est pas évident en fait, de le faire, ou bien ce n'est pas pertinent de le faire. Mais c'est un excellent outil pour savoir si on a d'une année A à une année B, est-ce qu'on a évolué quand même. Donc, merci d'avoir mis le doigt sur ça. C'est très important. Bon, merci beaucoup pour cette contribution. Alors, je pense que vous aviez déjà, Madame Diaye, vous aviez déjà anticipé sur le point. Mais j'aimerais savoir, en fait, entre épargner et investir, quel est le meilleur choix pour atteindre une indépendance financière? Je crois que la réponse est assez simple. Je dirais juste que déjà, en contextualisant, nous sommes en pleine inflation et c'était prévisible en tout cas. En tout cas, les financiers, ils savent que l'inflation, c'était prévisible que ce soit là, à savoir l'augmentation du coût de la vie. Donc aujourd'hui, pour une personne qui reste là juste à épargner, quelle est l'utilité? Parce que plus on avance, plus l'argent perd de sa valeur. Donc, comment l'argent peut prendre de la valeur? C'est en investissant dans des actifs qui, sur le court, moyen et long terme, en fait, vont générer plus de revenus que ce que vous gagnez. Donc, pour moi, en fait, ce n'est pas une question de comment atteindre l'indépendance. Est-ce que c'est l'épargne ou bien c'est de l'investissement? Ce qui est sûr, c'est que ce qui va vous amener sur ce point-là, c'est l'investissement. Maintenant, si vous n'avez pas cette discipline aujourd'hui, n'est-ce pas, de budgétiser, d'épargner, vous ne pourrez jamais investir. Parce que personne ne va venir vous dire, hé, Khadi, je te donne 10 000 $ aujourd'hui pour investir. Non. Au début, c'est vos moyens, vos sous que vous allez prendre pour investir. Et vos sous-là, c'est quoi? C'est l'épargne, tout simplement. Et beaucoup de gens, je les vois aujourd'hui dire, oui, moi, l'épargne, c'est inutile. Et je leur ai dit, attention, c'est inutile pour qui? Attention, parce qu'aujourd'hui, pour une personne, par exemple, un jeune qui commence à travailler, d'accord, il travaille, il gagne 400 000 par mois, il arrive à épargner, par exemple, chaque mois 150 000, 100 000. Et sur, par exemple, une année, il a 1 200 000. Il peut déjà s'intéresser soit à acquérir un portefeuille d'actifs, même si c'est vrai que des fois, peut-être les actions qu'il va se procurer, le rendement, ce n'est pas aussi élevé que ça, mais ça lui donne des dividendes à la fin de l'année. Est-ce que vous voyez un peu? Et s'il continue ce process-là après, il peut commencer encore, par rapport aux revenus qu'il a reçus, réinvestir ça sur une autre activité qui le passionne, ou bien investir même pour développer des compétences très chères sur le marché. Parce qu'il y a ce cadrage-là que beaucoup de jeunes se font. Je travaille dans ça. C'est vrai qu'on ne peut pas être spécialiste de tout hein. Moi, je ne suis pas spécialiste de tout. Moi, je suis spécialiste dans mon domaine, basta.
Mais aujourd'hui, j'ai d'autres compétences que je vends et que beaucoup de gens, en fait, ne connaissent pas. Ce qui me permet de générer 2, 3, 4, 5 sources de revenus, en fait. Et c'est des compétences que beaucoup de gens recherchent sur le marché du travail. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens investissent dans des actifs et tout, mais n'oubliez jamais d'investir aussi dans des compétences, en fait. Parce que tout le temps, il y aura, si vous avez de très bonnes compétences dans un domaine bien précis, il y aura forcément acheteurs. Et si vous savez bien mettre en œuvre ou bien vendre ces compétences-là, en fait, les gens vont acheter. Est-ce que vous voyez? Il y a une liste, en fait, de compétences qui sont là, que les gens recherchent. Je peux en citer quelques-uns. C'est le marketing digital. Moi, par exemple, je suis en recherche de social media manager pour mon entreprise. Mais pour vous dire, ce profil-là, pour le voir, tout le monde, c'est hyper difficile, en fait, sur le marché actuellement au Sénégal, de voir un social media manager, alors que c'est un poste clé, en fait, pour bien évoluer ou bien faire évoluer son entreprise. Il y a aussi dans le domaine, comme je l'ai tantôt dit, je crois, si je ne m'abuse, de l'intelligence artificielle, ou bien enfin, dans le domaine de la technologie, le développement web, le développement des applications, le développement des jeux. C'est des choses qui sont en train d'être un boom, en fait, en Afrique. Et d'ailleurs, partout dans le monde, mais ça commence à vraiment, surtout ici au Sénégal, les gens commencent à s'intéresser à ça et recrutent dans ça, le UX UI design. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous faites un métier que vous devez vous fermer, en fait, à ne pas chercher d'autres types de compétences que vous pouvez vendre, en fait, soit à des petits entrepreneurs qui ont ce besoin-là, soit à d'autres types d'entreprises. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour moi, c'est investir. Bien investir son temps d'abord, parce que quand on est jeune, le temps est hyper précieux. Et le temps qu'on perd, on ne le récupérera jamais. L'argent, on peut le perdre, mais on peut toujours en refaire, gagner encore plus d'argent dans le futur. Mais le temps, quand tu le perds, c'est backward. Tu ne peux plus le récupérer, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir bien investir dans notre temps, comme M. Ouattara l'a si bien dit. Vous procurez des livres sur l'intelligence financière en Afrique, parce qu'il y a des auteurs africains qui ont écrit de très beaux livres, très pertinents, en fait, comme La chèvre de ma mère. Il y en a d'autres que je peux citer. Si vous m'écrivez, je vous donne les références. Voilà, vous investissez dans votre temps, dans votre lecture. Malheureusement, plus on avance, plus la jeunesse ne lit plus, en fait. Il faut prendre le temps de lire. C'est très important de lire pour développer cette intelligence-là. Bien investir dans votre santé. Comme M. Ouattara l'a si bien dit, avoir de l'argent, c'est bien. Mais qu'en est-il si vous n'avez pas la santé pour en profiter? Il faut savoir bien manger. C'est pourquoi moi, quand on budgétise avec des clients, je leur ai dit, pourquoi vous mangez tout le temps dehors? Est-ce que ce n'est pas possible, vous, de faire votre propre achat de rations, préparer vos propres repas qui seront plus sains et en même temps, vous économisez plus d'argent? Mais ici, on bouffe du tout et du n'importe quoi. Pour eux, la belle vie, c'est sortir, manger de la pizza par ici, des hamburgers par ici, shawarma, soda et tout. Alors que ça, pour la vingtaine, mais les conséquences, c'est dans la trentaine. Moi, je vois maintenant des enfants même qui sont diabétiques et qui ont des problèmes pour porter des lunettes et tout, etc. Et tout ça, c'est l'alimentation. Donc, il faut faire attention, en fait. Investissez dans votre santé et, s'il vous plaît, aussi, investissez dans un réseau de qualité. En matière de business ou bien en matière de richesse, tout est réseau. Moi, 80% de mes marchés, c'est le réseau qui m'a la moelle. Le réseau personnel. Donc, aujourd'hui, si vous êtes dans un business ou bien vous recherchez en tout cas à créer de la richesse, participez à des événements constructifs, des forums, des formations gratuites, des conférences, en tout cas sur différentes thématiques concernant l'Afrique, l'économie, la finance. Intéressez-vous à ça. Vous allez rencontrer des personnes intéressantes et c'est comme ça qu'on bâtit un réseau de qualité. Parce qu'après, sur le long terme, bien sûr, il faudra l'entretenir, mais ça va vous apporter beaucoup de richesse. Parce qu'avant tout aussi, les relations humaines, c'est une richesse, c'est très important. Investissez dans un espace de travail productif. Voilà, dans un espace, je crois qu'avec le télétravail qui nous a imposé le COVID-19, beaucoup de personnes ont compris que travailler à la maison, c'est très compliqué. Surtout quand on a madame, quand on a, ou bien monsieur, on a les enfants et tout ça, etc. Donc, essayez d'avoir un cadre à vous où vous vous sentez à l'aise, où vous serez vraiment productif. Et comme monsieur l'a si bien dit, monsieur Ouattara, investissez dans votre accompagnement ou bien dans votre formation et un conseiller financier. Et pourtant, quand il s'agira d'investir dans ces formations, ces conseils-là, les gens vont être réticents. Mais pourtant, quand il s'agira d'aller acheter un billet à $1000 pour aller dans un concert d'une star ou bien dans un concert de Davido, dans un concert de quelqu'un qui chante, ils vont le faire.
Quand il s'agira d'acheter le dernier iPhone 14 qui va bientôt sortir, ils vont le faire. Mais quand il s'agira d'avoir un conseiller qui va bien vous guider pour vous mettre sur la voie, vous allez hésiter. Vous allez, non, 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 j'en ai pas besoin. Alors que cet investissement-là va vous coûter moins cher parce que vous allez faire beaucoup d'économies en matière de gaspillage d'argent et vous allez commencer à investir. Donc, tout est question de ce que vous faites de votre vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, le choix est le vôtre. Vous pourrez investir, hein, vous pourrez être très riche, mais n'oubliez jamais en fait qu'il y a ce cadrage aussi qui doit être autour de vous. Parce qu'avoir beaucoup d'argent et ne pas avoir de famille, ne pas avoir des relations humaines de qualité, des gens sur lesquels, quand vous êtes en moment de détresse, vous pouvez les appeler pour demander des conseils, ne pas avoir un espace, en tout cas enrichi, n'être pas dans un environnement positif et surtout avoir une santé médiocre, je crois que c'est une vie misérable. Et je crois que nous tous, nous recherchons l'épanouissement. Et l'épanouissement, ce n'est pas seulement l'épanouissement financier. L'épanouissement financier, c'est la finalité. Mais il faut être un nouveau type de personne, un nouveau type d'Africain, penser différemment, agir différemment pour être sûr que sur le long terme, vous allez être bien émotionnellement, mentalement, physiquement et financièrement et le tour est joué. Donc moi, c'est ça ma croyance. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Diaye. Je crois qu'en ce qui concerne le réseau, nous sommes ravis parce que nous avons déjà 3 de plus. On a vous, Madame Grace et Dr. Ouattara. C'est déjà bien. Et les conseils sont aussi bien notés. D'accord. Alors, sans tarder, je m'en vais donner la parole au public. La première question est pour vous, Madame Diaye. Il y a qui demande, s'il vous plaît, Madame Diaye, que pensez-vous du trading et de la crypto-monnaie? D'accord. Donc, ce que je pense du trading, c'est un moyen, ou bien, parce que le trading, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'aller acheter des actions sur des marchés financiers bien régulés. Donc, aujourd'hui, le trading, c'est un moyen pour beaucoup de jeunes et je vois beaucoup d'initiatives des jeunes formés dans le trading pour investir. Je trouve que c'est bien. Maintenant, il faut juste savoir que ce n'est pas pour tout le monde parce que c'est des marchés hyper volatiles. Et beaucoup de gens peuvent vivre un enfer après avoir investi beaucoup de leur argent dans ça. Donc, moi, ce que je dirais juste, c'est si vous vous intéressez sur le trading, c'est un excellent moyen, en tout cas, d'investir votre argent, surtout si vous voulez des rendements assez élevés, mais assurez-vous que votre tolérance au risque est élevée aussi. Parce que si vous n'êtes pas stable émotionnellement, je vous dis que vous allez devenir fou. Parce que c'est un marché, des marchés en tout cas, où les actifs sont très volatiles. Et si vous n'avez pas aujourd'hui cette stabilité émotionnelle, vous allez des fois faire des choix de vendre ou bien d'acheter des actions qui peuvent détruire votre vie. Faites-vous former, essayez d'avoir un conseiller en fait financier et surtout, si vous devez trader, choisissez les meilleures plateformes en tout cas pour trader. Et ça demande beaucoup de compétences, à savoir l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'interprétation en fait de certains actifs, certains calculs que vous devez faire, de ratios, être sûr que l'actif que vous allez acheter est en bonne santé sur le marché. Donc, faites-vous former pour ça. Maintenant, quant aux crypto-monnaies, moi, je suis un peu perplexe parce que quand même, ça reste des actifs assez volatiles et pas encore sécurisés à mon goût parce que voilà, le marché des crypto-monnaies n'est pas encore régulé et pourtant, vous voyez que donc, ça commence à pousser un peu partout là dans le monde, dans plusieurs pays, Amérique du Sud, etc. Les gens commencent même à utiliser ça comme moyen de paiement. Maintenant, c'est un choix. Beaucoup de gens me disent, oui, il faut investir dès à présent sur le Bitcoin ou bien sur les crypto-monnaies parce que c'est le futur. Mais je demande à voir encore parce que pour moi, ce n'est pas encore sécurisé tout ça. Et moi, j'aime investir quand même dans des choses sécurisées, quoi. Et les marchés des crypto-monnaies, il faut le dire, ce n'est pas encore sécurisé. Donc, faites le choix judicieux et surtout sécuriser vos finances, c'est important. Et il y a l'aspect aussi, on va tout le temps me le demander, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est halal? En fait, il faut savoir qu'en finance islamique, il y a la Sharia Board qui est là, en fait, pour ce qui est trading. Donc, je crois qu'il y a des alternatives, en fait, en matière de trading côté islamique. Si vous voulez en savoir plus, il faudra juste me contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La deuxième question aussi est à vous. Wow. On y va. On demande comment investir efficacement et quels sont les principes de l'investissement efficace.
Investir efficacement, en tout cas, je peux juste donner des choses, des conseils génériques, hein, parce qu'en matière d'investissement, moi, vraiment, je pars sur l'aspect personnalisé. Il faut que je connaisse la personne, son historique financier, etc. et tout pour être sûr de lui donner les bons conseils. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, c'est déjà définir votre appétence au risque. Est-ce que vous avez une appétence faible, une appétence tolérée ou bien une appétence forte? Et sur cette base-là, après, vous allez définir en fait sur quel type d'actifs vous allez investir. Est-ce que c'est des actifs alternatifs? Est-ce que ce sont des actifs physiques? Et ce sont des actifs aujourd'hui, en fait, immatériels aussi, etc., sur lesquels vous voulez investir. Parce que d'habitude, beaucoup de gens vont vous dire, oui, je veux investir dans la crypto-monnaie, ou bien oui, je veux investir dans l'immobilier, alors qu'ils ne savent même pas, en fait, est-ce qu'ils ont le capital pour, est-ce qu'ils sont prêts, en fait, à assumer après, si ça ne marche pas. Parce qu'il y a une notion que beaucoup de gens, deux phrases même que je dis tout le temps. Quand vous devez investir, assurez-vous tout d'abord d'investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Parce que l'investissement reste un jeu. Vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre. Il n'est jamais dit qu'à 100%, vous allez gagner. Et également aussi, si je ne m'abuse, il faut investir quand on est bien émotionnellement. Ne jamais prendre des décisions d'investissement basées sur la peur et sur la cupidité. Parce que c'est ça, en fait, qui détruit les vies. Il y a eu un cas ici, je ne sais pas si pour vous, les autres panélistes, c'est avéré. Il y a Petropay qui était là dans notre pays. Les gens, oui, venez investir dans le pétrole, oui, etc., 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 etc. On a vu le résultat. Moi, j'ai eu des clients, ils ont mis 5 millions, 6 millions ici. Ils ont fait tellement de dépenses dans cette arnaque-là. Et voici le résultat. Donc, déjà, définissez votre profil et une stratégie d'investissement. Est-ce que c'est une stratégie d'investissement agressif? Est-ce que vous y allez quoi, genre dans des actifs vraiment à risque élevé, mais aussi à haut rendement? Est-ce que c'est une stratégie de prudence? Vous commencez petit, vous n'avez pas trop faim. Est-ce que c'est une stratégie de tolérance? Voilà, vous essayez d'équilibrer un peu avec des actifs élevés ou bien avec des actifs aussi un peu, voilà, modérés et tout ça pour avoir un portefeuille balancé. Donc, vraiment, allez-y mollo. Vraiment, c'est important. Donc, je dirais définir son profil d'investisseur, définir une stratégie d'investissement par rapport au capital qu'on a et finalement aussi suivre ses investissements. C'est important. On n'investit pas juste après, c'est fini, quoi. Il faut suivre ses investissements, voir si le rendement est en bonne route. Au cas échéant, essayer d'avoir une stratégie de sortie. Donc, investissement, stratégie d'entrée, stratégie de sortie quand ça ne marche plus. C'est comme ça que ça marche. D'accord. Merci beaucoup pour la clarté de vos réponses, Madame Jai. Alors, pour la question suivante, Monsieur Timothée ou Madame Grace, ce sera... Vous êtes sur mute, Kadi. Ah, désolée, je n'avais pas vu. Alors, pour la question suivante, ça sera à Madame Grace ou à Monsieur Timothée de répondre. La personne demande au cas où les dépenses mensuelles sont strictement supérieures au salaire mensuel d'une personne. Comment faire un apport efficace d'intelligence financière à gérer ces genres de situations? Bon, je ne sais pas si... bon, je peux déjà donner un élément de réponse. Oui, allez-y. Lorsque les dépenses mensuelles sont supérieures au salaire mensuel, vous avez deux options. La première que je recommande, c'est d'éliminer les dépenses inutiles. C'est-à-dire, quand je parle des dépenses inutiles, c'est des sorties, comme Mariam Ndiaye le disait, Madame Ndiaye, aller manger dehors ou bien aller à des concerts d'artistes qui sont à la une. Ça, c'est des choses qu'il faut éliminer. Voilà. Donc, en un mot, il faut réduire son train de vie et s'accommoder aux entrées que vous avez en fait. Voilà. Donc, il faut essayer de revoir ça. Maintenant, si c'est des situations où c'est une obligation pour vous de faire ces dépenses, comme on appelle souvent, on appelle ça les charges fixes, c'est les charges fixes qui vous... Mais moi, je dis toujours qu'on ne peut pas avoir des charges fixes qui vont au-delà de ce qu'on gagne. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez un salaire de 200 000 francs pour ne pas habiter dans une maison de 180 000 francs, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il faut toujours rechercher
à réduire les dépenses. Et je pense que c'est le moyen le plus sûr et le moins compliqué. Maintenant, si ça, ce n'est pas vraiment possible, la deuxième option, c'est de faire un boulot à côté, ce que les anglophones appellent side job, ou bien vous trouvez un emploi de plus. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est faisable en fonction de vos compétences aussi, comme Mme Dia l'a dit aussi. Il faut investir sur une compétence que vous avez peut-être que vous n'exploitez pas. Aujourd'hui, avec la technologie, vous pouvez peut-être créer un marché sur Internet où vous allez vendre des produits en plus de votre travail. Moi, je connais beaucoup de gens qui font ça, c'est-à-dire qui ont un site Internet où ils arrivent à vendre des produits sans forcément se déplacer pendant qu'ils font le travail. Voilà, donc tout ça, ce sont des possibilités. Il faut forcément chercher à augmenter vos revenus en ayant un travail à côté. Voilà, donc en dehors de ces deux solutions, je ne sais pas s'il y a d'autres solutions que mes collègues peuvent présenter, mais moi, c'est les deux solutions que je vois. Et moi, j'ai essayé la première, je la sentais plus difficile pour moi à un moment donné. J'ai dû emprunter la deuxième, c'est-à-dire chercher un travail de plus parce que je veux être plus à l'aise, je veux être épanoui. Voilà, donc du coup, quand je sens que mon salaire commence à être petit par rapport à certaines de mes envies, ben, je cherche à travailler plus. Voilà, et je cherche à améliorer mes revenus. Donc, il faut ça, ça c'est important. Mais ça demande beaucoup de créativité, ça demande beaucoup de compétences à vendre. Voilà. Et si vous arrivez à faire ces deux, je pense que c'est un moyen de plus de gagner en expérience et puis de vous en sortir. Voilà. Je ne sais pas si Mme Ndiaye veut ajouter quelque chose, mais si Grace aussi qui veut ajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit. Mais en tout cas, c'est les deux que je vois pour le moment. Voilà. D'accord, merci beaucoup, monsieur Ouattara. Alors, je pense que c'est ça la dernière question. Et la personne a posé 3 questions pour chaque question pour un panéliste. Alors, sa première question est adressée à Madame Grace. Madame Grace, voilà, Oui, vous êtes là. oui. OK, je peux y aller parce que j'ai lu aussi la question. D'accord. Allez-y. Oui, méthode pour mieux gérer ses finances. Je pense que depuis le début, c'est ce qu'on disait, enfin, tous les panélistes disaient, il y avait un détail dans ce qu'ils disaient qui a rapport à comment mieux gérer. C'est dans les détails. Donc, il y a même il y a un monsieur qui a aussi fait un résumé. Donc, on ne peut pas... En fait, je pense que c'est dans les détails de ce que nous vivons. Donc, on peut donner des exemples. Madame Ayam disait tout à l'heure, voilà, au lieu de manger au dehors, préparer à la maison. Mais il faut voir le coût. Quand on essaie d'analyser, manger à la maison revient moins cher que manger au dehors. Ça c'est une meilleure gestion. Faire son budget, voilà, chaque fin de mois, faire les prévisions pour savoir, non. Donc, quand je peux dépenser les charges fixes, ça, je sais que je n'use pas. Les autres charges, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin ce mois-ci d'acheter un tissu? Vraiment, vraiment, si ce n'est pas nécessaire, je ne suis pas obligée. Donc, c'est d'analyser en fait à la fin de, quand vous faites le budget, qu'est-ce que je peux enlever pour pouvoir moins dépenser? Qu'est-ce que, par exemple, acheter, par exemple, il y a des trucs qu'on achète, il y a... si par exemple c'est un parfum, il y en a qui sont à 50 000, d'autres la même marque qui est peut-être à 5 000 ailleurs. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter celui de 50 000 pour pouvoir sentir bon? Mais s'il y a un échantillon à 5 000, voilà, je vais prendre ce qui est moins cher. Donc, voir en termes de prix, est-ce que je peux trouver moins cher? À moins que c'est un truc vraiment de qualité qui pourra durer à long terme, donc ça, c'est un bon investissement. Mais si ce n'est pas le cas, on fait une étude du marché. Ce truc que je vais acheter, est-ce qu'il n'y a pas moins cher ailleurs pour pouvoir me diminuer un peu, comment je vais dire, les dépenses. Donc, tout ça, ça rendra la gestion. Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mes dépenses? Dès qu'on arrive à réfléchir comme ça, je pense qu'on on peut dire que la personne est en train de trouver le moyen de mieux gérer, est en train de trouver une méthode pour mieux gérer ses dépenses. Donc, c'est ce que je vais rajouter. Merci. Merci beaucoup, Madame Grace. Alors, la deuxième question, c'est pour Monsieur Ouattara. Oui, compte tenu du temps, je peux la lire. C'est comment relever le défi dans le système éducatif francophone. La personne a écrit mon nom avec W, c'est plutôt O-U-A. Ouattara, voilà, double T. Et ce que je peux donner comme réponse, élément de réponse,
il faut d'abord une volonté politique dans toute l'Afrique. Je pense qu'on est confronté à une sorte de maintien du système hérité de la colonisation. Et même quand on fait des efforts pour améliorer ce que nous avons, je ne sais pas si c'est Mme Grace ou bien Mme Diaye qui mentionnait cela, aujourd'hui, on essaie de faire l'effort d'intégrer l'entrepreneuriat dans la formation académique, mais on oublie ce côté de l'intelligence financière quelquefois. Voilà, on focalise tous l'entrepreneuriat pensant que ça peut être une solution pour réduire le chômage, mais alors qu'en réalité, c'est tout un ensemble. Voilà, donc il faut vraiment une volonté politique des décideurs. Et comment ça va se faire? C'est à la jeunesse aujourd'hui d'exprimer réellement ses besoins. Et on a les canaux pour le faire. Voilà, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux et je pense qu'on est tous situés sur plusieurs endroits de la planète, mais on arrive quand même à se rencontrer, à échanger sur une plateforme où on n'a même pas besoin du ministre de l'Éducation pour nous dire ce qu'il faut faire. Voilà, donc déjà, je pense qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut déjà mettre en place les moyens pour s'auto-former et puis s'instruire sur les sujets de ce genre-là. Donc, je pense que ça, c'est un élément important. Voilà, par rapport au système éducatif francophone. L'autre solution que je vois qui peut être peut-être la plus rapide, c'est de donner la possibilité à nos jeunes de se rencontrer. C'est-à-dire le déplacement, les voyages, surtout en Afrique francophone. J'ai constaté que les francophones n'aiment pas sortir de leur pays. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est quand même à combattre. Pendant les vacances, il faut prendre des initiatives de sortir de chez soi pour aller à découvrir d'autres choses ailleurs. Voilà, je voyais que dans le profil des panélistes, il y a une parmi nous je crois, qui a participé à un programme qu'on appelle le Mandela Washington Fellowship. Ce programme a permis de rencontrer des jeunes Africains extraordinaires et c'est vraiment, j'ai eu de l'instruction de la part de tout cela. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre dans nos habitudes désormais. Il faut sortir, il faut rencontrer des gens qui peuvent nous instruire, qui peuvent nous apprendre de nouvelles choses. Ce qui ne marche pas chez moi peut marcher au Bénin, ça peut marcher au Sénégal, ça peut marcher au Ghana ou bien au Togo. Donc, il ne faut pas rester toujours enfermé dans son coin. Voilà, donc c'est un peu ces solutions que je propose. Et je pense que la nouvelle génération de leaders politiques vont forcément à un moment donné comprendre qu'il faut intégrer des nouvelles données dans nos systèmes d'éducation. Voilà, qui va se baser sur l'innovation. Comme l'autre l'a dit, il faut enseigner aujourd'hui les gens sur les technologies. Voilà, il faut apprendre ces choses-là et ça fera forcément partie de notre système d'éducation. Mais ça doit commencer peut-être avec déjà sur les médias, les réseaux sociaux déjà. Voilà, il faut suivre des personnes sur LinkedIn qui peuvent vous instruire. Voilà, même Facebook ou bien Instagram, il ne faut pas suivre que les artistes ou bien comment on appelle ça, les gens qui font le bling-bling. Il faut suivre aussi des gens qui peuvent vous instruire. Il y a plein de gens qui aujourd'hui sont célèbres dans leur manière de former sur les réseaux sociaux. Il faut les suivre. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux proposer comme solution pour améliorer notre système éducatif francophone. Voilà. Bon, merci beaucoup, monsieur Ouattara. Alors, Madame Diaye, vous pouvez répondre à la dernière question, s'il vous plaît. Quelle est cette question? Je pense que la personne demande c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Écoutez, c'est l'intelligence émotionnelle. Moi, je dirais surtout en Afrique, c'est la clé. Hein. L'intelligence émotionnelle, c'est tout simplement comment aujourd'hui, comme on parle d'intelligence financière, c'est comment cette personne aujourd'hui développe en fait cette intelligence à bien réagir en fait aux événements de la vie. Parce que quand on n'a pas une bonne intelligence émotionnelle, comme son nom l'indique, vous vous laissez guider par vos émotions, alors que c'est très dangereux, surtout en tant que professionnel ou bien quelqu'un qui se veut d'aller dans un horizon professionnel assez élevé. Donc, l'intelligence émotionnelle, pour résumer, c'est le fait aujourd'hui de développer de bonnes réactions, des réactions positives à certains événements de la vie qui peuvent amener beaucoup de stress, beaucoup de tension,
mais à bien réagir à ces événements-là pour être sûr que vous, en fait, vous n'êtes pas affecté, mais aussi vos objectifs ne sont pas affectés. Je peux prendre un exemple terre à terre. Aujourd'hui, moi, Mariama, Simone coach, les gens commencent à me connaître. On m'invite à un événement public, je viens, je communique avec quelqu'un, je fais un panel. Quelqu'un qui vient de là-bas, ne me connaît pas et vient m'insulter en fait devant les gens, vient m'insulter devant l'audience. J'ai deux réactions que je peux avoir. Soit je réplique, je me bats avec cette personne-là, je lui verse de l'eau, etc. Je commence à me battre parce que j'ai le sang chaud, hein, Gaëlle là. Ou bien en deuxième lieu, qu'est-ce qui va se passer? Je le regarde, 1, 2, 3 secondes, je regarde, il insulte, je le regarde, je ne réagis pas. Je lui dis, vous avez fini, merci beaucoup, et je pars. Et vous voyez que cette personne, en fait, n'a pas eu cette énergie de ma part, cette réaction de ma part, et je suis restée positive, parce qu'aujourd'hui, si j'avais réagi, les gens autour de moi, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Celle-là, elle est sur les réseaux sociaux, avec sa communication, et tout, c'est comme ça elle est. Oh, elle m'a tellement déçue. Alors que là, par contre, quand je réagis bien, je reste positif, je reste stoïque, je reste indomptable en fait en matière d'émotion. Bah, écoutez, les gens vont vous dire waouh, quand même, hein, elle est dure à cuire. Avec tout ce qu'elle vient de lui dire, elle n'a pas réagi, elle est restée stoïque, elle est restée professionnelle. Donc, c'est ça qui fera la différence. Des fois, en fait, c'est ça même qui fait la différence dans beaucoup de choses. C'est pourquoi on choisira certaines personnes plus que d'autres. C'est à cause de leur intelligence émotionnelle. Vous verrez, il y aura des gens, en fait, ce sont des connecteurs dans la communauté parce qu'ils savent comment gérer des émotions, ils savent comment même gérer les émotions des autres, en fait. Ils peuvent essayer d'être plus petits, essayer de communiquer avec les gens, ils peuvent être plus grands, communiquer. Donc, si vous n'avez pas ça, il faut travailler dès à présent dessus parce que l'Afrique, c'est stressant. Voilà. Ça, tout le monde sait que l'Afrique, c'est stressant. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons cette chance d'avoir cette culture de partage, mais des fois, les gens attendent trop de vous, les gens demandent trop de vous, des fois même les gens abusent de vous, et si vous n'avez pas cette intelligence émotionnelle pour dire non, stop, ou bien pour bien réagir aux événements qui vont arriver dans votre vie, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà. Parce que c'est un pilier dont on ne parle pas. D'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure avec le fait d'investir dans sa santé, dans son réseau et tout ça. La santé mentale, c'est important. La santé émotionnelle. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, j'aime ce que je vois, beaucoup de gens parlent de l'importance de la santé mentale dans nos communautés. Est-ce que vous voyez un peu, et on n'en parlait pas il y a 5 ans ou bien 6 ans de cela, mais heureusement que je vois que maintenant les gens commencent à savoir que ce n'est pas une maladie de blanc, n'est-ce pas, que c'est une réalité et que ça peut affecter la personne sur le long terme, physiquement, etc. Et l'intelligence émotionnelle, si vous n'arrivez pas à avoir ça, ça peut affecter vraiment votre santé mentale. Et laissez-moi vous dire que vous n'avez pas envie d'entrer dans ce cercle vicieux-là parce que vous avez envie d'être bien, comme je l'ai tantôt dit, émotionnellement, mentalement, physiquement, pour atteindre la liberté financière. Oh, merci beaucoup, Madame Diane. Alors, malheureusement, nous devons mettre fin à cette séance. Alors, merci beaucoup à la Fondation Mastercard. Merci beaucoup à Baobab. Merci énormément pour aux panélistes pour le temps et le partage de vos connaissances et les contributions et autres. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui et je pense que nous pouvons continuer la discussion dans le chat francophone ou bien dans notre chaîne YouTube. En tout cas, vous avez le lien dans le chat. Et je pense que Madame Jai et les autres aussi, ils ont mis le profil LinkedIn, Instagram et autres dans le chat. Vous pouvez les contacter directement. Alors, merci beaucoup à tout un chacun. Merci à l'audience et nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Alors, je pense que nous sommes à court du temps, donc nous devons vraiment clôturer. Alors, désolé, vous pouvez envoyer directement les messages sur la chaîne, sur la plateforme Baobab ou bien écrire directement aux panélistes. Merci beaucoup, Madame Jai, et au revoir. Merci, Dr Ouattara, et merci, Madame Grace. C'est un réel plaisir. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. A digital platform. A digital platform. A digital platform, a digital platform, a digital platform. Like-minded people, I like such kind of people. Here to network, these are my kind of people. I wanna grow, I wanna know, be it in the highs or low. Make me better than I was 2 days ago. Once I'm transformed, then I'll transform. All the leaders that I'm leading, I will transform. Make them better, make them good, make them icons. In the world out there, may they shine strong.
That's my prayer, that's my hope, that's my plea too. Everybody listening to this fine tune. Lead the change, be the change in society. We can change, make the change a reality. People's lives are blurred, they need clarity. We're not playing, we're not dreaming, it's reality. Make the impact, you live a legacy. This is no football, no fantasy. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high beyond the skies. They told me be resilient, the message sounded heaven sent. I never asked why, cause the message sounded relevant. In this time and age it was evident. With a lot going on we moved on. Hope to get a remedy to that pain. Reach greater heights, that's our aim. Together we unstoppable, breaking bounds, anything is possible. Tell your story to the people, tell the people to know that this story is a story everybody should know. Never limit dreams, never narrow goals. We're talking wins, yes we're talking scores. Conceding none, we know no defeats. We never split, yeah we never quit. Eagle-like vision, we never squint. Focus on the mission, we can never miss. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies, you and I were breaking bounds, breaking bounds. Beyond the skies.